Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, tel que vous me voyez, je vais vous parler d'un film que j'ai visionné la veille. J'ai laissé passer toute une journée et une nuit avant donc de poser quelques mots, si c'est possible, sur Le Désert Rouge, ou en version originale, Il Deserto Rosso, métrage réalisé par Michelangelo Antonioni, que j'ai beaucoup traité sur la chaîne déjà, récemment la notais pour conclure dans le désordre, ma découverte de la trilogie de l'incommunicabilité, avec l'Eclipse et l'Aventura. Évidemment Blow Up, qui fut une de mes grandes découvertes de l'année dernière. Cette année, il y a eu Zabriskie Point, qui m'a beaucoup retourné. Je crois que pour celui-ci, ça va être plus ou moins la même chose, mais autrement. Et au casting, nous retrouvons évidemment dans le rôle principal Monica Vitti, qui vient ici, par sa présence, prolonger la trilogie précédente en tétralogie plus, on va dire, existentielle au sens large, même s'il y a toujours de l'incommunicabilité, et pour cause. Enfin, oui, c'est une femme très seule, ici, que nous allons voir, Juliana. Et à ses côtés, alors, autre rôle principal, non pas son mari, mais un homme qu'elle va rencontrer, joué par Richard Harris, grand acteur irlandais que j'aime beaucoup, qui interprète Corrado Zeller et qui lui aussi est un petit peu à l'écart, mais pas de la même façon. Citons aussi la présence de la française Rita Renoir, qui est là, on va dire, sur quelques scènes, pas plus, et qui a inspiré par son prénom le nom du groupe, les Rita Mitsuko. Il y a également Xenia Valderi, qu'on a pu voir chez Antonioni pour un petit rôle dans La Dame sans camélia, tandis que le mari, qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, enfin, c'est ça l'idée du film aussi, est joué par quelqu'un qui n'a pas de page Wikipédia, Carlo Chionetti. Alors, évidemment, ici, 1964, l'époque dit ce qu'elle dit, on est après la fin du miracle économique italien, et on sent que le film l'évoque indirectement, puisque ça se passe au début, en tout cas dans l'Italie du Nord, à Ravenne, cité très industrialisée, comme beaucoup de villes italiennes du Nord de l'époque. Ouais, la fin du miracle économique, qui se sent, parce qu'il y a une grève, pas loin d'une usine, mais le personnage principal, Giuliana, avec son fils, le petit Valerio, ne fait que passer. Voilà. Ensemble, ils ne font que passer là, et vont rejoindre le père, le mari, Ugo, qui possède cette usine, et qui s'en fiche pratiquement de cette grève. De toute façon, voilà, l'aspect social, là, justement, il est mis à l'écart parce que les personnages, c'est pas ce qui va les intéresser d'abord. Et on sent que Giuliana ne va pas bien du tout. Elle est habillée d'un manteau vert très marqué, et ça me fait dire que j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est le premier film en couleur de Michelangelo Antonioni, et ça a une importance capitale. C'est pour ça que j'ai mis cette chemise, que voilà, vous pourrez juger en commentaire si vous voulez, mais pas trop, on va rester sur le film. D'où le titre, Le désert rouge, qu'on va chercher longtemps. C'est plus allégorique ici. Le désert, oui, industriel peut-être, le désert de la vie. Rouge, si on veut, les émotions qu'on cherche peut-être, qui ne sont pas forcément là quand on veut qu'elles soient là. Mais ça a failli s'appeler, je sais plus, un titre avec bleu et vert dans le nom, donc les couleurs. Mais on y reviendra sur ce point, c'est très important. Donc Juliana va retrouver son mari, mais bon, elle n'est pas vraiment là. On sent qu'elle a un traumatisme en elle, dû à un accident qu'elle a vécu. Elle ne s'en est jamais remise, alors physiquement oui, mais moralement c'est compliqué. Il y a son gamin qui est là, tout petit bambin, sympathique, mais elle avance, elle est un peu erratique dans ses actes. D'ailleurs, elle va acheter un sandwich que quelqu'un a commencé à manger. Ça n'a absolument aucun sens. Mais justement, quel est le sens de la vie pour elle? Et pendant tout le film, elle va errer, comme cela, à essayer de trouver sa place, ou de chercher sa place. Vous pouvez dire les deux, si vous voulez. Que ce soit avec son mari, qu'elle voit très peu, parce que lui, il s'occupe de son boulot. Il oublie presque son rôle de mari et de père, mais surtout de mari. Avec des amis du mari et tout. À un moment, ils sont dans une cabane près de la mer. C'est assez particulier. Là, c'est très rouge, pour le coup, peut-être. Mais même si elle est là, elle n'est pas là. Et donc, il y a le fiston aussi, certainement, avec des scènes très importantes. Même une scène où elle va raconter une histoire. Et il y a surtout Corrado, donc l'ami du mari, qui voilà, il lui présente sa femme, tout ça. Et les deux vont se rapprocher. Romance ou pas, c'est pas le plus important. C'est surtout qu'ils vont se retrouver des points communs sur le fait que cette existence-là, peut-être va trop vite pour eux, ou est en décalage avec ce qu'ils ressentent. Et donc, le film n'est qu'une, on va dire, peinture, j'ai envie de le dire, peinture, oui, de Giuliana, dans un cadre perpétuel qui est le cinéma, et qui essaye d'avancer dans le vide de son existence, et le vide autour aussi, peut-être, qui est trop dénué d'humanité,
à cause de peut-être ce miracle économique, certes, mais surtout que voilà, la vie évolue et ne va pas forcément vers les sentiments et la simplicité de l'existence. Et donc, n'y cherchez absolument pas une narration habituelle. Et c'est un film qui est bougrement moderne pour l'époque, qui va annoncer Zabriskie Point aussi sur pas mal de points, même s'il est assez différent, et Blow Up, là pour le coup, clairement. C'est un film donc, qui vient s'inscrire dans une tétralogie existentielle, disais-je, mais qui aussi donc montre le cinéma de la disparition et de l'abstraction chez Antonioni, le cinéma de l'absence au sens large, où tu as l'impression qu'il y a une force extérieure qui est le bouillonnement de la vie autour, la vie business, la vie industrielle, tout ce que vous voulez, et on le voyait déjà dans la trilogie précédente, hein, qui vient clairement faire de ces personnages principaux, ici donc Giuliana, comme des fantômes de leur propre vie. Et c'est terrible parce que il va pas se passer grand chose, à part suivre les errances de Giuliana, d'essayer de comprendre pourquoi elle se sent comme ça, sa relation avec son fils, avec Corrado, sa non-relation avec son mari, ses déambulations, etc., dans des décors absolument, parfois fantasmés, hein. On est dans de l'industrie, certes beaucoup de fumée, la brume qui revient, les bateaux, des couleurs, des fumées jaunes, hein, des moments un peu plus rougeâtres et autres. Des sons, beaucoup de sons aussi, tant et si bien qu'on a l'impression qu'elle ne fait que rêver sa vie. C'est un songe perpétuel qui est pas loin du cauchemar. Et voilà. Et il ne faut pas essayer d'en chercher plus sur la compréhension pure de l'intrigue, parce que le film n'a quasiment pas d'intrigue, puisque la vie de Giuliana en est dénuée d'intrigue tant que telle. Elle ne fait que passer, quoi. Et c'est terrible, parce que les émotions, elles sont très présentes. Et une fois que je suis sorti du film, j'étais là en mode... Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'il a essayé de me dire, ce film? Pendant son visionnage, et là, tu contemples des choses extraordinaires, parce que le choix des couleurs et une forme de saturation qui est très, très intense. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'avait fait que des films en noir et blanc jusqu'ici, et des films en couleur, il y en avait depuis des années. Mais même si en Italie, c'était quand même finalement rare, hein, le choix de la couleur dans certains, on va dire, métrages dramatiques dans les années 60. Et là, c'est le début de sa collaboration avec Carlo Di Palma. Et Antonioni, il dévoile ici son autre passion, la peinture. Il a beaucoup peint dans sa jeunesse, et ici, il nous peint son film. Mais vraiment. C'est-à-dire que le placement des personnages dans les cadres, surtout Giuliana, l'utilisation des couleurs, d'où le titre, hein, Le désert rouge, qui est inspiré, je crois, d'un nom d'un tableau. Alors, je crois que c'est Matisse. J'ai un gros doute là-dessus, hein, j'ai pas ça sous les yeux. Mais c'est aussi cette référence-là, allégorique et... méta-textuel, j'ai envie de dire, méta-artistique sur un art qui l'a beaucoup inspiré pour faire ce film-là. Et c'est étonnant qu'Antonioni attende justement autant de temps pour faire un film avec des couleurs. On sent qu'il sentait le moment pour le faire, là, pour nous raconter et pour nous mettre ce personnage dans son tableau, sur, comment justement sur un art assez abstrait, là, il arrive à nous la poser sous nos yeux. Et c'est vrai que tous les cadres sont bien choisis avec les décors derrière. C'est-à-dire que vous pouvez faire des pauses à pas mal de moments. Tu peux repeindre le truc, ça te fait une magnifique toile, vraiment. Et le vague à l'âme absolu de l'errance et de l'absence, voilà, fait que cette femme presque a disparu, en fait, de la vie. Et c'est marrant parce que quand on pense à la disparition chez Antonioni, il y a eu ça, l'Avento, là, bien sûr. Même la fin de l'éclipse, sorte de couple ne revient plus, on ne sait plus trop. La noter c'est autrement, mais il y a des retrouvailles, mais il y a un moment où ils disparaissent l'un de l'autre dans une fête. Voilà, le dernier film d'Antonioni que j'ai évoqué. Zabriskie Point, c'est aussi un moment où les personnages principaux vont disparaître, entre guillemets, de cette folie de la société dans ce désert. Tiens, déjà. Ok. Et puis dans Blow Up, à la fin, il y a la disparition, clairement. Et puis encore un truc qui a disparu aussi, dont on cherche l'image. C'est toujours ça, Antonioni, en fait. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Elle a disparu. Donc, on peut la voir comme une sorte de fantôme qui arrive à interagir, parce que les autres la voient comme une vivante, mais même son fils ressent cela. À un moment, même le fils va essayer de disparaître d'une manière ou d'une autre en feignant la polio, en ne pouvant pas bouger. Mais en fait, si. C'est-à-dire que même lui, il sent que sa mère n'est plus trop là, donc il n'a plus trop envie non plus de bouger, d'aller de l'avant, d'être vivant. Et c'est absolument incroyable. Et puis la relation très touchante avec Corrado. Il y a une scène où ils vont être très proches, mais c'est diffus. C'est très antonionien, pardon, aussi dans les rapports de couple. C'est-à-dire que on voit ils sont ensemble, mais en même temps il y a une forme de décalage et on ne sait pas trop. Il y a des idées de flou aussi, parce que dès le début, cette introduction est extraordinaire.
On a l'impression d'avoir le point de vue de Juliana qui voit la vie en flou autour d'elle parce qu'elle ne sait plus où elle est. Avec l'usine Neria, avec ce chant d'une femme qui va revenir quand elle va raconter une histoire à son fils d'une jeune fille qui elle aussi, voilà, idée d'ailleurs peut-être, on ne sait pas, d'espoir de vivre une vraie vie, parce qu'il y a un moment qui sort de cette réalité-là, dans une histoire qui nous est contée, dont on voit des images. Les bateaux, toujours là, hein, le bateau c'est à la fois le bateau fantôme peut-être, ou le bateau qui peut te mener ailleurs, dans une autre vie, dans une vraie vie où tu pourras vraiment être vivant, puis à la fin qui fonctionne comme une boucle, et on revient à la scène du début, alors c'est pas la même, parce que l'enfant n'a pas les mêmes, n'a pas le même pantalon, short, enfin pantacourt, enfin il y a un truc différent. Mais c'est l'idée. L'idée est la même en fait. Et cette idée d'ailleurs de poison. C'est-à-dire qu'on finit sur un poison. C'est pas un spoil, il n'y a rien à spoiler dans le film en soi. Je ne vous explique pas pourquoi elle est dans cet état exactement, ce traumatisme, accident et tout, ça va plus loin, mais l'idée c'est que oui, et le poison, c'est-à-dire que les oiseaux, ils ont pris l'habitude d'éviter ces poisons-là, mais les humains, non, pas encore. C'est ça. Je pense qu'il y a un non-dit là-dessus, c'est que nous avons des humains, enfin certains, empoisonnés par cette existence ultra-industrielle qui déshumanise, dans ce désert rouge, si on veut, rouge des fumées, rouge du sang, rouge de la violence, rouge de beaucoup de ce que vous voulez, mais rouge aussi de cette passion qui a été, on va dire, aspirée par ces fumées industrielles, peut-être. Et oui, on voit des fumées jaunes, on voit plein de trucs. Il y a des décors industriels remarquables, c'est absolument fou, quoi. C'est un truc pour observer le ciel, là, c'est ça. C'est là aussi un ailleurs possible, mais pas vraiment possible en fait. Quoi qu'il arrive, on reste ancré sur Terre et on est dans la boue, on patauge dans l'abstrait et la brume. Hein. Il y a cette scène aussi où à un moment elle voit les invités parce qu'ils partent avec son mari près d'une cabane et tout. Il y a ce bateau qui débarque, une sorte de bateau fantôme venu de nulle part. Et à un moment, elle est là dans la brume, elle les voit, ils sont immobiles. Est-ce que c'est eux les fantômes ou est-ce qu'elle se fantomise par rapport à eux? Elle fuit. Il y a des moments déchirants et touchants. C'est un grand film, hein, Le Désert Rouge. C'est très difficile d'en parler comme ça, très pêle-mêle avec les émotions, mais je vous le conseille vivement, ne serait-ce aussi que pour la photographie, l'aspect artistique, qui raconte beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas juste formel dans le sens, voilà, mais ça raconte ce que ressent le personnage principal. Et certes, c'est très décalé potentiellement du côté social et politique, mais ça raconte beaucoup par l'abstraction et justement par le non-dit. C'est un petit peu le mal dans le fruit, là. Donc c'est ça ce qui fait aussi le grand cinéma. C'est-à-dire que rien qu'avec les images et la façon dont il les montre, il les dépeint et il les monte, avec des ellipses, avec des ruptures, il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est passionnant, c'est remarquable. C'est vraiment un très très bon film, et c'est un grower, comme on dit en anglais, vous voyez, ça monte, c'est-à-dire que tu sors de là, tu t'es devant et tu sors de là, tu te dis, ouais, c'était bien, mais bon, voilà. Au contraire de Zabriskie Point qui, paf, direct m'a explosé à la gueule, d'ailleurs une forme de paf aussi, disparition à la fin, toujours hein, avec Antonioni de toute façon, même si j'adore toujours Zabriskie Point, je pense que Désert Rouge va rester là et te prendre aux tripes longtemps. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film assez extraordinaire. Je n'ai même pas parlé de la prestation de Monica Vitti, mais elle est remarquable, là elle va au bout du bout. Serait-ce que son regard, son visage un petit peu hagard, déformé par ce qu'elle a au fond d'elle. Richard Harris aussi très touchant. Bref, il faut voir Le Désert Rouge. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Il m'en reste encore des Antonioni à découvrir, notamment Profession Reporter, sûrement l'année prochaine, puisqu'il fêtera ses 50 ans, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci fête ses 60 ans d'ailleurs. Mais j'ai pas fini de vous parler d'Antonioni sur la chaîne. Et vous aussi, parlez-moi d'Antonioni, parlez-moi donc de cette œuvre, et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!